matin, Christelle. Je suis vraiment heureux et surtout très touché de t'avoir avec moi ce matin. Je t'ai lancé l'invitation récemment pour participer au podcast Courageusement Humain. Et j'aime ça débuter en disant à mon invité pourquoi je l'ai choisi. Puis la raison pour laquelle j'ai pensé systématiquement à toi, c'est qu'il y a quelque chose dans ton histoire qui forcément m'interpelle, qui est connecté à une partie de la mienne. Mais il y a quelque chose chez toi de tellement serein, de tellement doux, de tellement senti, présent. Et c'est ce qui m'habite quand je suis en relation avec toi. Puis, c'est la raison ou les raisons pour lesquelles, entre autres, tu es là avec moi ce matin. Christelle, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Puis j'entends des mots que j'aime beaucoup. Tu parles de douceur. C'est un mot qui a été éloigné de moi pendant pas mal de temps. Je baignais, je n'ai pas toujours baigné dans la douceur, mais oui, comme tu dis, cette douceur, elle était toujours à l'intérieur de moi, malgré, comme on dit. Donc le fait d'entendre ce que tu, comment tu me perçois en parlant de douceur, je me dis, ben, ouais, ton parcours, il a servi à te rendre là. Hmm. Et c'est là que tu dois aller. Je me trompe peut-être, Christelle, mais j'ai l'impression que le fait que c'est un homme, en guillemets, qui te reconnaît ces traits de caractère-là, est-ce qu'il n'y a pas un sens encore plus profond à ce que je viens de te dire? Moi aussi, certainement. Certainement, ouais. Euh, Ça va même peut-être plus loin, c'est que ça me donne aussi l'autorisation de penser que l'homme peut être doux Hmm. aussi. Et, et ça, c'est, je pense, l'ultime pas pour moi, là. Mm. On parle de douceur, on parle d'un homme qui reconnaît cette douceur qui t'habite et toi, en retour, qui dit, mon Dieu, un homme peut aussi être doux. Ta relation à l'homme n'a pas toujours été douce. C'est ça que j'en Que comprends. tu, que tu entends bien, oui. Ouais. Comment ça s'est passé, ta relation à l'homme? Ben, on commence par le début, on commence, Ce qui est là pour toi. ouais, la relation à l'homme dans l'amour a été particulière, heu, parce que très certainement, j'en avais pas assez pour moi. Mhm. Mais, j'ai pas connu la douceur, j'ai plutôt connu la violence. Une violence qui était pas physique, mais une violence qui était intense. Mhm. Donc, pour moi, en plus, le paradoxe là-dedans, c'est qu'il y avait les 2 facettes. Il y avait parfois une douceur, mais calculée, Mhm. puis parfois une extrême violence. Donc, comment croire à la douceur quand, quelque temps après, elle aboutit à une extrême violence? Mhm. Mmh. Et qu'est-ce que ça crée je vais dire, comme travers? Mais qu'est-ce qui est là dans le mécanisme de défense qui s'installe dans la relation, probablement pas juste à l'homme, mais dans la relation à l'autre, qui fait que une partie de Christelle doit être, j'imagine, en mode survie constamment? Ouais, un mode survie. Et c'est là où je disais que moi, j'avais un sourire de survie. Je Oui, on est en survie, mais on est aussi, progressivement de plus en plus dans l'angoisse. OK. Parce que, on sait jamais
on ne sait jamais demain, ça sera quoi comme journée. Et par contre, on sait dès le matin au réveil, on sait si ça va être une bonne ou une mauvaise. Ne serait-ce que parce que par le premier regard ou par les premières paroles, euh, tu sais ce qui t'attend, mais la veille au soir, quand tu t'endors, tu sais pas. Mhm. Et des fois, tu dors pas. Ouais. Mm. J'ai l'impression que de vivre dans ce genre de situation-là, puis je ne ferais pas comme si, là, tu connais une partie de mon histoire, j'ai vécu la violence psychologique et physique dans ma relation à elle. Dirais-tu que quand tu te levais le matin, tu étais devenue une spécialiste dans l'art de tourner la caméra vers l'autre, vers le contexte, vers l'environnement, pour savoir comment te mouler au contexte, à l'environnement, à l'énergie qui était là? Ah ouais, j'ai une capacité d'adaptation extraordinaire. Ça ne voulait pas dire que j'étais heureuse là-dedans, là. Non, forcément. Mais je m'adaptais. Mm. Et cette adaptation à outrance, qu'est-ce que ça a créé chez toi, Christelle? Ben, c'était mélangé aussi à une persévérance énorme que j'avais, mais ça, c'était mon trait, ma nature profonde. Mhm. Donc, en plus de ça, j'étais persévérante, puis j'étais optimiste. Donc, ça faisait un cocktail qui faisait que je suis restée longtemps là-dedans. Je suis restée très, très longtemps, bien, je pense bien plus longtemps que la majorité des personnes n'auraient pu tenir. Euh, mais bon, c'est un fait. Puis, c'est ce qui a fait aussi après, peut-être aussi, ma capacité de résilience aussi. Tu sais. Mhm. Mm. Dans le fond, ce que j'entends, c'est que ces deux qualités-là qui t'ont gardé dans l'espace de violence, tu t'en es par la suite servi pour te propulser vers autre chose. Ouais, ouais. Mhm. Quel a été pour toi l'élément déclencheur? Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'à un moment donné, tu t'es dit, c'est assez? Alors, c'est simple. Il y a été une nuit où j'étais dans mon lit, puis j'ai dû me lever. J'ai dû me lever parce que j'avais le cœur qui partait en vrac, vraiment. Et j'ai une tendance à avoir un cœur qui bat vite naturellement. Mais là, je contrôlais plus rien. J'ai dû me lever, j'étais pas bien du tout. Je me suis demandé s'il fallait que j'aille aux urgences. Je ne savais pas ce qui m'arrivait. Je savais pas ce qui m'arrivait. C'est physiquement, il s'est passé quelque chose. Puis cette nuit-là, je me suis levée, il était à côté. Puis sa réaction à lui, c'était de dire, ça n'a pas été de m'accompagner, ça n'a pas été de m'aider à aller à l'hôpital si j'en avais besoin. Ça a été, mais qu'est-ce que je vais devenir? Ses paroles à lui, c'était, mais qu'est-ce que moi je vais devenir? Mhm. En gros, c'est déconne pas, là. Arrange-toi, là. Parce que... Ouais. Et là, ça a été comme, là, j'ai pris conscience. Je me suis, puis après, c'est la maman qui a pris le contrôle dans ma tête. Et je me souviens toujours. J'ai laissé passer, je lui ai demandé de se taire, puis de partir, de me laisser, moi, me réussir à peut-être faire en sorte que ce cœur s'emballe pas, comme on dit. Après ça, je suis allée me recoucher et je me souviendrai, je pense à vie, de ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Je me suis dit, si toi si toi tu tombes, tes filles, elles tombent aussi. Puis là, la maman, elle ne pouvait pas accepter ça. Mhm. C'était pas possible. Donc le lendemain, dès le lendemain matin, j'ai comme posé la première limite à cet homme qui n'en avait jamais. Mhm. Puis à partir de ce moment-là, tout a explosé. Tout a explosé, puis j'ai dû faire le pas de quitter. Mhm. Mais je dirais que c'est peut-être la maman qui a fait le premier pas.
Intéressant. Dans le fond, c'est un des rôles que tu portes, c'est le rôle de la maman, évidemment. Trois belles Ouais. cocottes. Mmh. Et euh, quand tu as commencé à installer des limites en contrepartie, lui a réagi fortement à cette situation-là. Il y en a fallu qu'une seule. Ouais. Il n'a fallu qu'une seule. Et après ça, il a verbalisé qu'il pourrait faire du mal à moi et à mes enfants et à nos enfants. Et ça, c'était la phrase de trop Mhm. pour moi, parce que ça a été dit, ça a été mentionné, puis après ça, il y a eu tout, les, les choses psychiatriques qui se sont mises là-dedans. Puis pour moi, là, c'était le coup d'arrêt, le coup du stop. Mhm. Et je reviens plus en arrière, c'est sûr. Et puis évidemment qu'après, il y a toute la culpabilité de cette décision-là qui rentre en jeu. Puis moi, dans ma tête, une maman, elle vivait avec son mari et elle vivait ça jusqu'à la fin de ses jours. Et la famille était unie. C'était ma vision de la famille. Mhm. Donc le fait de porter ce coup d'arrêt, j'en étais responsable aussi. Mais je ne pouvais pas envisager qu'on fasse du mal aux enfants. Et, c'est ça. C'est qu'il y a toujours, tu sais, dans une balance, il y a toujours plusieurs éléments. Mais, Ouais, tout à fait. dans le cadre d'une violence, il y a parfois des éléments qui t'empêchent de faire ce pas-là. Mais quand on l'a fait, même si c'est dur après, parce qu'il n'y a rien de facile après, Mhm. euh, ça sauve. Ça sauve. Comment t'expliques que tu as absorbé tout ça pendant plusieurs années, 17 ans. 17 ans? Comment t'expliques que tu as absorbé pendant 17 ans cette intensité, cette violence psychologique, ce contrôle qui est exercé sur toi et que du jour au lendemain, parce que ça touche les filles, ça doit s'arrêter? Comment je l'explique? C'est une très bonne question. Et je vois que ça me scotche encore. Euh, je me suis souvent même posé la question, mais pourquoi c'est la mère qui t'a fait partir et pas la femme, tu sais? Tu m'as dit pourquoi c'est ça qui m'a. Dirais-tu, Christelle, puis mon intention, c'était pas de te clouer Non, la non, 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 gorge, non, mais hein? c'est juste parce que voilà. Oui, Dirais-tu qu'à ce moment-là, parce qu'aujourd'hui, ça serait très certainement différent, oui, mais qu'à ce moment-là, toi, tu te sentais assez grande et assez forte pour absorber tout ça? oui, 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 Et très tu le ça. faisais parce que ça permettait de maintenir l'espace familial, entre guillemets, donc les Oui, enfants avec leur mère, avec leur père, etc. Mais à partir oui, du moment où il y a un impact possible sur elle, là, ça devient ce qui fait que je reste avec lui, c'est le contexte familial. Maintenant que les enfants peuvent être à risque, le contexte familial n'a plus sa valeur. tout à fait. Oui, ça c'est sûr et c'est certain même parce que j'avais eu déjà l'envie de quitter à la naissance de ma troisième. Mhm. Et c'est juste que je me disais, mais elle vient de naître. Je peux pas lui faire ça. Puis encore là, c'est arrivé quand la petite avait 4 ans. Et c'est 4 ans, pour moi, c'était jeune aussi. Mais comme tu dis, là, il pouvait être concerné par la violence, donc ça, c'est ce qui m'a fait quitter. Mais oui, avant ça, j'avais déjà eu envie de le faire avant. Mhm. Mmh. Mmh.
mais j'étais capable j'étais capable de porter Mhm. beaucoup de choses. Oui, absolument. Donc, la persévérance. Mais oui, Et l'autre que tu avais mentionné tantôt, il y avait la persévérance et il y avait l'optimisme. l'optimisme. En plus de cette loyauté à la cellule familiale, c'était le cocktail par excellence pour dire je reste et je demeure forte et dans le fond, c'est pas important comment moi je vis tout ça, mais les enfants vont s'en sortir, eux autres. Et ça va être un plus. Évidemment, avec le recul, tu regardes en arrière et c'est probablement plus le constat que tu fais. Quel a été le plus beau cadeau, non seulement pour toi, mais pour les filles, de te lever ce matin-là et d'installer la première limite? Plus beau cadeau. Ben, pour les filles, je pense, c'est de leur offrir la possibilité de voir qu'une femme, ça se respecte. Puis qu'il doit y avoir de l'amour et rien que de l'amour entre les personnes. Tu sais. Puis quand j'ai dû annoncer à ma plus grande, j'avais le stress d'annoncer à mes enfants que j'avais décidé de quitter leur papa. Mhm. Et ça aussi, je m'en souviendrai toujours de la réaction de ma fille, la plus grande, qui m'a dit « C'est correct, maman, je le savais, puis c'est bien mieux comme ça. » Et moi, pendant je ne sais pas combien de jours, je me disais « Mais comment je vais faire? Qu'est-ce que je vais lui dire? Comment je vais lui expliquer ?» Et pour elle, c'était joué d'avance, puis elle était soulagée. C'est là où j'ai réalisé aussi qu'est-ce que je leur avais fait subir sans le savoir. Mhm. Mais on apprend dans cette vie. Oui, bien, ton intention était noble à ce moment-là. Tu voulais Oui, conserver la oui. cellule familiale et c'est intéressant de voir comment on peut être dans l'illusion de Mhm. faire les bons choix quand en réalité, quand on se met à en parler avec nos enfants vont nous dire, mais enfin, enfin, tu vas prendre soin de toi, puis ça va être moins dur pour nous. Oui, Tu as écrit un livre qui s'appelle Le sourire du cœur. Tu oui, animes une communauté qui s'appelle Le sourire en partage. oui. En quoi le sourire est si important? Puis en quoi ce sourire-là a peut-être été une porte de salut, une porte de sortie pour toi? Pour moi, le sourire, c'est notre plus grand guide. Euh, Comme je disais tantôt, j'ai été beaucoup pendant toute cette période-là avec un sourire de survie. Je souriais tout le temps. C'est pas parce que j'étais dans la violence que je souriais pas. Personne ne pouvait savoir que je vivais ça. J'étais toujours tout sourire avec tout le monde parce que euh, quelque part aussi, c'était peut-être mon outil pour me faire aimer, tu sais. Mais c'était pas le vrai. Mhm. À l'intérieur de moi, là, je souffrais terriblement. Et, euh, et ça, ben, avec toute cette histoire-là, je l'ai compris Mhm. que sourire, j'avais beau, j'avais beau en parler, je l'avais pas. Mhm. Puis j'ai dû aller le chercher à l'intérieur de moi pendant toute cette phase d'insécurité, parce qu'après ça, j'ai vécu beaucoup d'insécurité, de harcèlement, et j'ai dû aller chercher à l'intérieur de moi parce que tous les jours, il se passait des choses, puis je pouvais pas, j'avais pas le contrôle sur ce qui pouvait se passer. J'avais pas les clés non plus des fois pour résoudre les problèmes les uns après les autres. Donc, il a fallu que j'aille à l'intérieur de moi chercher un sourire. Puis, au moment où c'était le plus noir et le plus difficile, tout ce que je demandais, c'était de réussir à garder la joie, Mhm. de réussir à retrouver à l'intérieur de moi du sourire, de la joie. Puis, j'ai pas eu le choix que d'aller chercher à l'intérieur de moi. Autour de moi, c'était le chaos. Ouais. Donc, j'ai pas eu ce choix-là, mais j'ai fait ce chemin-là. Mhm. Et, euh,
j'ai eu aussi l'occasion de rencontrer quelqu'un qui était en phase de cancer terminal, puis qui m'est apparu avec un sourire jusqu'aux oreilles et qui a été capable de prolonger sa vie parce qu'elle avait décidé de lui sourire, justement. Puis ça m'a fait aussi un déclic de rencontrer cette personne-là parce que je me disais, elle va partir parce qu'elle n'est pas en santé. Toi, tu vis de la violence, mais tu vas bien? Mm. Donc, j'ai réalisé le pouvoir du sourire à ce moment-là. Puis, je pense que quand on a des révélations comme ça, on est tellement en joie de l'avoir, de le prendre conscience, qu'on n'a qu'une envie, c'est de le partager à tout le monde. C'est moi, je me suis dit, ce que j'ai appris avec le sourire, il faut que je le dise aux autres. Il faut que toutes les personnes qui vivent des choses difficiles puissent avoir cet outil-là à disposition. Ils l'ont déjà. Il faut juste qu'ils apprennent à s'en servir. Donc, concrètement, au quotidien, dans ces périodes-là, ce que je comprends, c'est que tu te retournais vers toi et tu essayais de mettre en place ce que ça te prenait pour que tu puisses sourire. Comment tu t'y prenais? Ben, je pense que c'est différent pour chaque personne. Moi, je sais que le fait d'aller dans la nature, par exemple, ça me faisait du bien. Donc, à un moment donné, ça m'est arrivé vers la fin de la relation, là, quand ça devenait de plus en plus tendu. Au début, j'aurais jamais fait ça, mais juste avant de quitter, il y a des moments où je disais, OK, là, moi, j'ai besoin de temps, j'ai besoin d'un temps pour moi, je m'en vais dans la nature 1 heure. Je le laissais avec les enfants, j'aurais jamais fait ça. J'aurais jamais fait ça au début, tu sais, mais j'en avais besoin. Puis quand je revenais de ça, ben, tu sais, j'étais plus à même d'avoir des réactions bonnes pour tout le monde. Donc, je réalisais que ça m'apportait beaucoup. Après ça, la musique. J'ai eu aussi la chance de toujours tomber sur des livres qui pouvaient m'éclairer puis me donner des pistes. Et donc, si j'ai écrit un livre, c'est peut-être pas pour rien non plus. C'est parce que j'ai tellement eu la chance de tomber sur des livres qui par hasard, comme on dit, si on croit au hasard, m'ont permis de passer certains caps. Que je pense que c'est pour ça aussi que c'est venu par le vecteur écriture. J'ai toujours aimé écrire, mais c'est ce qui a fait que. Sinon, donc oui, la nature, l'écriture, la musique, la danse. La danse, je m'y mets seulement maintenant. J'ai toujours aimé danser, mais j'avais mis ça de côté. Des choses comme ça. Alors, ça, on peut dire que c'est extérieur à nous. C'est pas à l'intérieur, tout ce que je t'énumère. Mais les petites choses extérieures comme ça te permet d'aller vers ton intérieur. La méditation, évidemment, la méditation m'a apporté énormément. Et donc, en méditation, ben là, je rentre à l'intérieur. Puis, pendant cette période-là, mon 6e sens s'est hyper développé. Hyper développé. Donc, après, si on écoute un petit peu, ben, on a aussi des belles avenues pour aller sur son chemin. Absolument. Donc, ces activités que tu as, qu'on voit comme à l'extérieur, donc aller danser, marcher, etc., ce que je comprends, c'est que c'était l'occasion pour toi de te déposer dans un espace où tu allais être bien. Et après ça, ça te permettait d'entrer à l'intérieur, ou en tout cas d'être dans une meilleure énergie pour affronter, entre guillemets, la suite. Ben oui, tout à fait. Parce que tu peux pas passer de ce que je vivais en violence immédiatement à hop, je suis à l'intérieur de moi. J'ai beau avoir de bonnes capacités d'adaptation, tu sais, à un moment donné, il faut qu'il y ait un petit sas de décompression. Oui, j'aime ça, la métaphore que tu utilises, le sas de décompression. Parce que quand tu
Tu parles de capacité d'adaptation, puis ce que je constate à côtoyer des gens qui ont vécu de la violence psychologique, physique, sexuelle, c'est leur capacité justement à s'adapter et à faire comme si tout allait bien, Comme si comme tout allait si bien. tout était beau, comme si... Dirais-tu que c'est devenu une grande force pour toi de jouer au caméléon? Euh, euh, non. Alors, attends, je ne suis pas sûre de bien comprendre ta question, mais je dirais, moi, que je ne suis pas devenue caméléon. Là, maintenant, au contraire, je suis Non, mais à devenue... cette époque-là, Oui, à cette de époque-là, jouer au caméléon? ah oui, j'étais très douée pour ça. Mhm. J'étais très douée pour ça et je suis basculée aujourd'hui dans plutôt la pure authenticité Ouais. que je ne m'étais jamais permise avant. Avant, j'avais pas le droit d'être. Mhm. J'avais pas le droit d'être. J'avais pas le droit d'avoir mes opinions. J'avais pas le droit de m'opposer. J'avais pas le droit de faire mes choix. Euh, C'était tout là-dessus que la violence s'exerçait. Il n'y avait pas de physique là-dedans. Là. Il n'y Mhm. avait que du psychologique, puis d'économique aussi beaucoup. Mais je ne pouvais pas être Christelle. Elle n'était pas là, Christelle. Pendant 17 ans, Christelle n'a pas existé. Là. Mhm. Donc, tu pouvais être la conjointe, tu pouvais être la maman, mais tu ne pouvais pas être Christelle. Oui, je pouvais avoir tous les métiers du monde. Mhm. Ouais, ouais. Mais surtout pas être qui j'étais. Donc, la démarche depuis ce moment-là, ça a été, de ce que je comprends, ça a été, je sors du mode adaptation, qui est quand même une qualité que tu possèdes, qui n'est pas perdue, mais tu en arrives peu à peu, jour après jour, semaine après semaine, à te centrer sur toi, puis à laisser de la place à Christelle. Christelle, à ce moment-là, elle a soif de quoi? Ah ben, immédiatement après la séparation du contexte, on vit dans, comment dire, une espèce de... On sait, on sait pas qui on est. Mhm. On sait pas. On, on, on doit apprendre à se connaître. On doit... On n'a aucun repère. Mhm. Aucun repère. Donc, tu ne sais pas qu'est-ce que tu aimes vraiment, tu ne sais pas ce que tu n'aimes pas, tu ne sais pas de quoi tu as envie. Et c'est la découverte de tout ça que tu pars finalement. Ouais, ouais. Alors qu'avant ça, tu sais, j'avais quel âge? J'avais 30 ans. Donc, tu sais, de 0 à 30 ans, j'étais quelqu'un. Et après ça, il y a eu comme une parenthèse de 17 ans. Puis ça a suffi pour que je sache plus du tout qui je suis. Donc, ce qui est drôle, c'est que pour ceux qui m'ont connue entre 0 et 30 ans, que j'ai perdu de vue, évidemment, parce qu'on me coupait de toute relation, la première réaction d'une de mes amies qui m'a connue juste avant, c'était de me dire « Ah, maintenant j'ai ma Christelle. Mhm. » Avant, elle l'avait perdue. Et qu'est-ce qui était revenu dans ses yeux à elle qui n'était plus là depuis 17 ans ou dans cette parenthèse-là? Qu'est-ce qui était dans ses yeux à elle? Qu'est-ce qu'elle voyait de cette Christelle qui revenait à la vie? La joie. La joie, la spontanéité. Là. Ouais. Elle m'avait toujours connue joyeuse. Tu Mhm. sais, moi, je chantais dans ma voiture. Quand j'étais étudiante, moi, j'avais toujours, tu sais, j'avais la joie, j'avais le sourire, mais j'avais la joie en tant qu'étudiante. Tu sais. Mhm. Puis, elle m'avait toujours connue comme ça. Donc, puis, je parlais plus aussi, quelque part, avec mes amis, tout ça. J'ai toujours été dans l'authenticité avec mes amis. Donc, c'est comme si cette relation m'avait, pour elle, m'avait empêché même de lui parler. Elle savait que même si je lui parlais, c'était plus moi qui lui parlais. Absolument.
c'est troublant pour quelqu'un qui vous aime, un ami qui vous aime. Quelles ont été les tentatives de ces amis-là pendant ces 17 années-là? Est-ce qu'ils ont tenté de lancer des perches ou ils se sont juste... Ouais. J'en ai eu des perches. J'en ai eu des perches. Mm. Je ne les ai pas prises. J'en ai eu de personnes très bienveillantes, puis même des perches habiles. Il n'y a pas eu que des perches les pieds dans le plat, tu sais. Mais je ne pouvais pas concevoir de faire tomber le château de cartes. D'être celle qui fait tomber le château de cartes. Oui. Mm. Parce qu'au fond de toi, il y avait un désir que ce château-là tombe, mais tu ne voulais pas être l'instigatrice de tout ça, finalement. Mm-hmm. Quelle a été la plus grande illusion que tu as portée pendant cette période-là, de 17 ans? La plus grande illusion, que je n'étais pas digne d'être aimée, je pense. Donc, finalement, le package que tu avais, c'est le meilleur que tu avais pu tirer aux cartes. À travers ton livre, à travers ta page Facebook sur le sourire, qu'est-ce que tu as envie de laisser aux gens? Ben, ce que j'ai envie de laisser aux gens, c'est de cette capacité à surmonter toutes les épreuves, puis à rester dans la joie. Mm-hmm. Puis tout ça pour le bonheur d'interagir ensemble. Puis, tu sais, il y a un esprit d'entraide, d'unité. C'est vers là où j'aimerais conduire Mm-hmm. le plus grand monde, en fait. Comme je te disais tantôt, le sourire, pour moi, c'est un guide. C'est la petite chose qui te dit, tu sais, quand tu vois que tu fais quelque chose, puis tu perds le sourire, arrête-toi. Ouais. Arrête-toi et dis-toi pourquoi. Qu'est-ce qui manque? Mm. J'ai fouiné un petit peu sur ton Facebook, tu me pardonneras. J'ai joué au billard. Non, mais Oui. évidemment, on est des amis Facebook, donc je vois passer tes choses, probablement que tu vois passer les miennes. Oui. Et j'ai vu une publication qui m'a interpellé, puis j'ai envie de te la lire et te Oui. demander quel est le sens de tout ça pour toi. Il y avait une image, là, je n'ai pas conservé l'image, mais j'ai écrit le texte. Quand une femme devient libre de ses peurs, elle avance. Libre, invincible, magnifique. Ouais. Ça m'émeut même juste à le lire. Qu'est-ce que ça soulève chez toi, cette publication-là? Libre, invincible, magnifique, c'est que la liberté, ça n'a pas de prix. Puis ça, j'ai tellement été privée de liberté que moi aussi, ça m'émeut de savoir qu'aujourd'hui, je suis cette femme libre. Puis, que ce soit femme ou homme d'ailleurs, excusez-moi, mais lui, il veut se mêler à la conversation. Et j'allais justement dire, cette liberté, c'est valable pour les hommes et les femmes, puis c'est mon chat mâle qui arrive à ce moment-là. C'est que, oui, c'est magnifique d'être libre et on a tous le droit de l'être et on devrait tous se donner le droit de l'être. C'est magnifique et le fait, on est invincible quand on est chacun libre de son côté. On est tous complets, on est tous une personne. On n'a pas
intervenir sur la liberté de l'autre. Et une femme à qui on prive une femme qu'on prive de sa liberté, ben, pour moi, c'est un acte qui ne doit pas être autorisé, tout comme une femme ne doit pas priver un homme de sa liberté. On n'est pas là pour ça. On est là pour vivre ensemble, dans l'amour. Et on ne sera jamais autant magnifique que libre, chacun et ensemble en même temps. J'ai une question qui monte, c'est à quel moment, toi, tu as le réflexe justement de ne pas te laisser la liberté, mais de t'enfermer dans quelque chose? Quels sont les réflexes d'enfermement, je ne sais pas si le mot existe, là, mais qui fait en sorte que ça ne vient pas de l'extérieur, cette contrainte-là, mais ça vient de toi, ça vient d'une partie de toi? Pourquoi j'ai accepté de me faire enfermer pendant cette période-là? Je pense sincèrement que c'est parce que peut-être je pensais que c'était la seule personne qui pouvait me donner de l'amour à ce moment-là, parce que moi, je n'étais pas capable de m'en donner à moi. Je pense que c'est ça. Okay. La principale raison. Et peut-être que la première liberté qu'on peut se donner, c'est de s'aimer soi-même. Quand ça commence par ça, pour tout le monde. C'est la clé pour toi. Oui. Le titre du podcast, c'est Courageusement humain. Ça m'est apparu en début d'année. Je ne me souviens pas exactement ce que je faisais, mais c'est venu très, très, très fort de l'intérieur. Si je te disais, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, Christelle, être courageusement humaine? Tu me dirais quoi? Pour moi, ça m'évoque le fait que c'est pas facile d'être courageux, ça c'est sûr. Il y a beaucoup de bruit. J'ai demandé est-ce qu'il n'y en ait pas. Mais elles sont bien vivantes. Oui. Pour moi, le courage, ça représente le fait de faire un pas, comme je disais tantôt. Et c'est le fait d'avoir peur, mais d'y aller quand même. Puis juste un pas, ça suffit. Ouais. Et pour moi, le courage, c'est essentiellement... Attends, je vais parler peut-être de la peur pour faire comprendre le courage. C'est que pour moi, la peur la plus grande d'un humain, c'est celle de mourir. Cette peur-là, je l'ai ressentie. Après, cette peur de mourir, elle peut générer plein d'autres peurs qui sont différentes suivant les personnes et leur histoire. Ça peut être la peur de manquer, ça peut être la peur de souffrir, ça peut être la peur de ne pas être aimé, justement. Il y a plein de peurs différentes qui peuvent exister en parallèle de ça. Mais par contre, pour moi, on a tous le même courage. Puis le courage, c'est ce qu'on est à l'intérieur, tout comme la joie peut être à l'intérieur ou le sourire. Puis ce courage, ça consiste en quoi? Juste faire un pas. Et il n'est pas facile, ce pas-là. Ouais. Puis sans doute qu'après, il déclenche plein d'autres choses pour lesquelles il faut encore avoir du courage. De faire un pas. D'en faire un autre. Mais c'est pour ça que courageusement humain, ça montre bien ça. Là. Ça montre bien. Tu sais, moi, quand tu me dis courageusement humain, j'imagine quelqu'un en train de marcher. Puis, puisque c'est moi, il marche avec le sourire.
Mais ce qui m'interpelle dans ce que tu dis, c'est toutes les fois où je vais parler pour moi, là, où je m'arrête et où là, je fais des plans du premier pas, du deuxième pas, du troisième pas, du quatrième pas, et où je suis paralysé par la peur, par le doute, Mhm. par le manque de confiance, par la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas être assez. Je sais que il y a juste moi comme ça sur la planète. Je vois pas de quoi tu parles. Je sais, hein? Et que dans le fond, ce que je retiens de ce que tu viens de me dire, c'est fais juste faire le premier pas. Ça ne donne rien de penser au deuxième, troisième, quatrième, dixième, vingtième, puisque après le premier pas, ça se pourrait que le deuxième pas soit rien à voir avec celui que tu avais pu anticiper. C'est ça, tu sais pas ce qui peut se passer parce que tu n'es pas la même personne après le premier pas que celle que tu étais avant le premier pas. Puis au fur et à mesure des pas, tu évolues, tu n'es plus la même personne non plus. Donc, moi, combien de fois j'ai pensé que le pas allait me conduire là, puis finalement, ça n'avait rien à voir. Il y a des fois, tu as des bonnes surprises malgré tout. Il y a des fois, tu as fait un pas et puis tu dis waouh, c'est ça qui m'arrive maintenant. Donc, il ne faut pas sous-estimer la valeur d'un pas. Mm-hmm. Tout à fait. On arrive à la fin, Christelle. Si la Christelle d'aujourd'hui avait un conseil à donner à la Christelle de là, 5, 10, 15 ans, 20 ans, peu importe, à un moment dans le passé, qu'est-ce que tu lui dirais à cette jeune Christelle? Aujourd'hui, je vais commencer par un bravo. Okay. Parce que maintenant, je prends le temps aussi de me célébrer quelque part. Et puis après, je pense que je dirais... Attends, je réfléchis pour... ça serait certainement en rapport avec le fait d'être soi, évidemment. Mais maintenant, je le suis. Donc, qu'est-ce que je pourrais lui dire de plus comme conseil? À cette jeune Christelle qui avait peut-être pas le... Je pense que j'irai avec l'audace. Être audacieux. Parce que j'arrive à être moi, mais je pourrais être encore un petit peu plus dans l'audace parfois, je pense. Ça pourrait m'amener encore plus loin. Donc, je dirais sois audacieuse. Sois audacieuse, c'est bien. Mm. J'adore, j'adore. De quelle façon les gens qui nous écoutent, s'il y en a qui veulent entrer en communication avec toi, s'il y en a qui veulent peut-être se procurer ton livre, comment ils peuvent procéder? Je dirais que la porte d'entrée, ce serait pas mal le sourire en partage. Facebook? Sur Facebook, la page Facebook, oui. Là, on peut envoyer des messages privés ou des messages, voilà. Ou Christelle Duquesnoy. Christelle Duquesnoy sur ma page privée Facebook. Je peux aussi recevoir des messages. Mais c'est ça, sur le sourire le sourire en partage. Déjà, on peut y voir le livre, hein, si vous voulez voir un petit peu. Le sourire du cœur. Alors, sur cette page-là, en fait, ça porte un peu tout le projet qui m'anime de diffuser le sourire. Donc, j'écris des textes autres que le livre que j'ai envie de partager sur des sujets qui, je pense, sont intéressants pour donner le sourire, hein, en ce moment avec ce qu'on vit actuellement. C'est des fois porté à écrire sur des thèmes qui, je pense, si j'écris dessus, va pouvoir aider des personnes à rester dans une joie et un certain sourire. Donc, je diffuse des textes comme ça qui me viennent en inspiration. Je diffuse des citations parce que j'aime ça. J'aime la photo, donc des images qui parlent voilà, à notre cœur, puis qui nous donnent le sourire. Et je fais des entrevues. Hein. On avait fait une entrevue ensemble. Oui. D'ailleurs, je vais remettre celle qu'on avait fait aujourd'hui sur la page parce que ça parle des relations. Puis je trouve qu'en ce moment,
on a aussi peut-être à travailler sur nos relations entre les uns et les autres, tu sais, ne pas être dans un jugement, être dans la compassion les uns pour les autres, être dans l'unité. Donc, bon, voilà, il y a des entrevues aussi qui sont intéressantes pour tout le monde. Donc, oui, ce serait la porte d'entrée, Super. mais évidemment, je suis ouverte à toute personne qui aurait besoin de retrouver le sourire ou qui est dans l'épreuve, évidemment. Si j'ai des choses à partager pour aider, je suis 100% présente. Christelle, un plus grand, le plus profond des merci. Merci Merci à toi. d'avoir joué le jeu avec moi. Je repars de notre conversation avec une énergie de sérénité, puis de douceur, puis j'ai l'impression qu'on s'est déposé à travers la conversation qu'on a eue. Pendant que tu parlais de ta page, le sourire en partage, c'est un peu ce que j'avais à l'esprit quand je disais, mais je me disais, cette page-là, tu sais, dans le fond, pour moi, c'est l'occasion de m'arrêter, de voir de la douceur, d'être inspiré vers l'intériorité, etc. C'est un peu ce que j'ai vécu aussi en relation avec toi ce matin. Alors, merci infiniment, merci du plus profond de mon cœur. Et je te souhaite une belle continuité avec tous tes projets. Je te souhaite de rayonner à la hauteur de ton âme et puis de t'amuser, de garder le sourire et de faire en sorte que les 3 belles cocottes qui suivent puissent continuer à avoir une maman rayonnante et remplie d'amour. Ah, Merci. ça, j'en fais, j'en fais ma raison d'être. C'est clair que plus jamais ils vont connaître la maman d'avant. Et c'est ce que je souhaite à toutes les personnes qui passent par ce moment-là dans leur vie. Absolument. Après ça, c'est tellement bon. Donc voilà, c'est ça. Moi maintenant, c'est sûr, le sourire du cœur, je l'ai incarné à travers l'histoire, mais une fois qu'il est là, il est là. Tout à fait. Alors, merci beaucoup et bonne fin de Oui, journée. oui, merci. À bientôt. Ciao.